Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un mot qu'on entend absolument partout, des JT de 20h ou discussions de comptoir. La géopolitique. Oui, c'est vraiment le mot du moment. Mais qu'est-ce que ça veut dire au fond ? Notre mission, c'est un peu de dépasser ce mot un peu fourre-tout pour comprendre ses origines, ses outils et surtout ce qui rend l'approche française si particulière. Tout à fait. Alors pour commencer, une question toute simple. D'où ça vient, la géopolitique ? Alors l'origine du mot, il faut remonter à la fin du 19e siècle. C'est un juriste suédois, un certain Rudolf Schellen, qui l'a inventé. Un Suédois, d'accord. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en France, on a longtemps été très méfiants. On préférait un autre terme, celui de géographie politique. Géographie politique, exactement. Et cette expression met l'accent sur un élément qui est, pour l'école française, absolument central. La géographie donc, le territoire, les cartes. Alors si on devait donner une définition, une sorte de boussole pour notre discussion, ce serait laquelle ? La plus claire et la plus utilisée en France, c'est celle du géographe Yves Lacoste. Pour lui, la géopolitique, c'est l'étude des rivalités de pouvoir sur un territoire. Rivalité de pouvoir et territoire. Voilà, ces deux notions sont capitales. Ça signifie, très concrètement, qu'on ne peut pas faire de géopolitique sans carte. La carte, ce n'est pas une simple illustration pour faire joli. Non, c'est l'outil de travail. C'est l'outil d'analyse principal. C'est sur la carte qu'on voit les rapports de force. C'est un point essentiel, parce que l'image qu'on en a, c'est souvent celle de dirigeants qui discutent dans des salons dorés, on pense aux mots, aux traités. Oui, à la diplomatie. Moins à l'analyse cartographique. Et vous disiez que la France a eu un rapport compliqué avec ce terme. Pourquoi ? Extrêmement compliqué, c'est une histoire assez folle. Après la Seconde Guerre mondiale, le mot géopolitique a été purement et simplement banni de l'enseignement à la Sorbonne. Banni, carrément. Oui. Il était directement associé, à tort, à l'idéologie nazie et à sa quête de l'espace vital, le fameux Lebensraum. À tort. On a pourtant toutes et tous cette image en tête. Oui, et c'est là que la réalité est bien plus nuancée. C'est une reconstruction intellectuelle d'après-guerre. L'un des pères de la géopolitique allemand, Karl Haushofer, était en fait un opposant à Hitler. Ah bon ? Son épouse était juive, elle n'a échappé à la déportation que grâce à sa protection, et un de ses fils a même participé à l'attentat de 1944 contre le Führer. C'est incroyable. Il a été exécuté. Haushofer lui-même s'est suicidé en 1946, anéanti par la récupération de ses idées. On est donc très loin du cliché du savant fou au service des nazis. Ça change complètement la perspective. Donc il a fallu du temps pour que la discipline soit réhabilitée en France. Il a fallu attendre les années 70 et les travaux d'Yves Lacoste, justement. C'est vraiment lui qui a relancé la machine en montrant que c'était avant tout un outil critique, une arme intellectuelle pour comprendre le monde. D'accord. Alors, une fois cette discipline réhabilitée, en quoi cette nouvelle école française se distingue-t-elle des autres, et notamment de l'école allemande originelle ? C'est là que ça devient passionnant. La différence fondamentale, elle tient en deux mots. Déterminisme contre possibilisme. Voilà, l'école allemande était en gros déterministe. Pour elle, la géographie, le relief, le climat, l'accès à la mer déterminent l'action humaine. C'est une sorte de destin géographique. Et l'école française prend le contre-pied total de cette idée. Exactement. L'école française est top possibiliste. Sa thèse est simple. Le territoire est neutre. Il n'y a pas de bon ou de mauvais territoire en soi. Ah, ça c'est intéressant. Il n'y a qu'un territoire qui est mis en valeur, ou non, par l'action humaine, par la culture, par la technique. J'aime beaucoup cette idée, mais elle reste un peu abstraite. On a des cas concrets où on voit cette théorie à l'œuvre ? Bien sûr. Prenons un exemple français. La Camargue. La Camargue, oui. À l'origine, c'est un territoire marécageux, hostile, infesté de maladies. Un lieu répulsif. Par l'action humaine, l'irrigation, l'assèchement, on en a fait une grande région risicole, une zone touristique. On a transformé une contrainte en atout. Un peu comme la Bretagne finalement, hein ? Longtemps vue comme une région pauvre, isolée. C'est un exemple parfait. La Bretagne, le bout du monde, longtemps l'une des régions les plus pauvres de France. Et aujourd'hui, l'une des plus dynamiques. Voilà, avec un tissu de PME incroyable, un taux de chômage très bas, le territoire n'a pas changé, c'est la mise en valeur par les Bretons qui a tout changé. D'accord. Mais l'exemple le plus spectaculaire, c'est la comparaison entre la Suisse et le Bhoutan. Ah oui. Sur le papier, leur situation est très similaire. Deux pays montagneux, enclavés, sans accès à la mer et coincés entre des voisins beaucoup plus puissants.
Et pourtant, le résultat est radicalement différent. Radicalement. La Suisse est l'un des pays les plus riches du monde. Le Bhoutan reste l'un des plus pauvres. La géographie n'a pas dicté leur destin. C'est l'action humaine qui a créé cette divergence immense. C'est une excellente question, ça. Et est-ce que cette vision possibiliste n'ignore pas un peu les contraintes bien réelles du territoire? Un pays sans accès à la mer part quand même avec un handicap, non? Bien sûr. Et le possibilisme ne dit pas que la géographie ne compte pas. Au contraire, elle compte énormément. D'accord. Elle distribue les cartes, mais elle ne détermine pas la partie. Ce n'est pas une fatalité. On peut avoir une très mauvaise main au départ et très bien jouer. Le territoire fixe des contraintes, des opportunités, mais c'est l'intelligence humaine qui s'en saisit. La nuance est importante. Alors cette approche possibiliste, elle doit reposer sur des principes fondamentaux. Quels sont les grands piliers de cette pensée? Il peut en identifier 3 principaux. Le premier, c'est le réalisme. Le réalisme. Il s'agit de regarder les rapports de force tels qu'ils sont et non tels qu'on voudrait qu'ils soient. Il faut se méfier de l'idéologie, qui est une sorte de brouillard qui empêche de voir la réalité. Donnez-nous un exemple. L'exemple historique parfait, c'est l'opposition en France entre Clémenceau et Jules Ferry sur la colonisation. D'accord. Ferry, au nom d'un idéalisme républicain, justifiait la colonisation en parlant du devoir de civiliser les races inférieures. Il plaquait son idéologie sur le monde. Je vois. Clémenceau, lui, avec une approche réaliste. Il répondait « Races inférieures, non. Ils ne sont pas inférieurs, ils sont autres. » 2 visions du monde. L'une qui observe et l'autre qui veut tordre la réalité pour qu'elle corresponde à son système de valeurs. C'est exactement ça. Le deuxième pilier, c'est l'idée que la frontière est une construction humaine. Le concept de frontière naturelle n'a aucun sens dans l'école française. Pourtant, c'est ce qu'on apprend à l'école. Les Pyrénées, le Rhin. Et c'est une construction politique. Un fleuve, ça n'a jamais séparé, ça unit. C'est une voie de communication. Une chaîne de montagnes, c'est une zone d'échange. C'est l'homme qui, à un moment, décide de tracer une ligne et de dire « ici, c'est chez moi ». C'est une idée puissante. Pensez à la Méditerranée. Pour l'Empire romain, ce n'était pas une frontière, c'était un lac intérieur, le Mare Nostrum, le cœur de leur monde. Et le troisième pilier? Le troisième, c'est ce qu'on pourrait appeler la grammaire de la puissance. C'est la reconnaissance simple que la puissance, qu'elle soit militaire, économique ou culturelle, est la condition de la survie d'un État. C'est la critique classique qu'on fait souvent à l'Union européenne, ça, non? C'est le cas d'école. L'UE veut être une puissance normative, qui influence par ses règles, mais elle est souvent démunie face au jeu de puissance brute. De la Russie ou de la Chine, par exemple? Exactement. Refuser de penser en termes de puissance, c'est accepter de sortir du jeu. Penser la puissance, ce n'est pas vouloir la guerre, c'est se donner les moyens de sa souveraineté. On a donc les principes. Mais la géopolitique peut vite devenir très théorique. Nos sources parlent d'un piège, celui de la sculpture de fumée. J'aime beaucoup l'expression. Oui, et c'est le danger principal. Créer des concepts brillants, très élégants en apparence, mais qui sont totalement déconnectés de la réalité du terrain. On brasse de l'air, quoi. Et on a un exemple de ça. L'exemple parfait, c'est l'analyse qui a été faite de la décision de Donald Trump en 2020 de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Je m'en souviens, on avait parlé d'un grand renversement stratégique, d'une nouvelle donne au Moyen-Orient. Voilà. Les analystes ont bâti des théories complexes sur le nouveau réalisme américain, l'alignement des planètes. La réalité était infiniment plus triviale. C'est-à-dire ? Trump cherchait désespérément du soutien pour contester sa défaite. Un sénateur républicain très influent lui a refusé ce soutien. Or, ce même sénateur était un opposant de longue date à la reconnaissance de la souveraineté marocaine. Ne me dites pas que... Si, pour se venger, un des derniers actes de Trump à la Maison-Blanche a été de signer ce décret. Une vengeance personnelle, presque mesquine. C'est une histoire incroyable. Ça montre à quel point on peut se tromper en cherchant toujours la grande stratégie. Alors que parfois, c'est juste une querelle d'ego. Exactement. Alors comment on fait justement pour éviter ce piège? Quelle est la méthode pour rester ancré dans le réel? Il y a 4 outils principaux. Le premier, c'est l'analyse à plusieurs échelles. Il faut constamment zoomer et dézoomer. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour comprendre un simple point de deal dans une forêt près de Paris, on ne peut pas rester à l'échelle locale. Il faut dézoomer pour voir les montagnes d'Amérique latine où la coca est produite, suivre les routes maritimes. L'infiniment petit est lié à l'infiniment grand. D'accord, l'analyse multiscalaire. Ensuite, il y a l'étude des représentations.
L'idée que les images mentales comptent autant que les faits bruts. Des exemples? L'anecdote de la bouteille de vin hongrois qu'on trouve dans un supermarché à Rome. Elle a exactement la même forme qu'une bouteille de vin alsacien. Oui, ouais. Et pourquoi? Parce que l'Alsace, une partie de l'Italie du Nord et la Hongrie faisaient toute partie de l'Empire austro-hongrois. La forme de la bouteille raconte une carte qui n'existe plus. C'est fascinant. On peut faire de la géopolitique dans un supermarché. C'est voir les cartes cachées derrière les objets du quotidien. C'est exactement ça. Le troisième point, c'est le décentrement du regard. C'est peut-être le plus difficile. Essayer de se mettre à la place de l'autre? Oui, essayer de comprendre comment l'autre voit le monde, depuis son histoire, sa culture, ses peurs, sans pour autant adopter son point de vue, bien sûr. C'est crucial pour analyser un conflit comme celui entre Israël et le Hamas, par exemple. Comprendre les récits de chaque camp. Précisément. C'est un outil d'analyse, pas un acte de validation. Enfin, le dernier outil, c'est l'étude des symboles. Un couvre-chef n'est jamais juste un chapeau. Jamais. Le kéfier palestinien, noir et blanc, n'est pas le même que le jordanien, rouge et blanc. Le chapeau du commandant Massoud est devenu un symbole de la résistance afghane. Et même la casquette de baseball, c'est un symbole de l'empire culturel américain. Ignorer ces symboles, c'est passer à côté de l'essentiel. C'est être analphabète politiquement. Ce qui ressort de tout ça, c'est que la géopolitique à la française est bien plus qu'une simple conversation sur l'actualité. C'est une grille de lecture du monde, une méthode exigeante qui nous force à regarder les cartes, à connaître l'histoire et surtout à nous souvenir que rien n'est écrit d'avance. Le territoire propose, mais c'est l'homme qui dispose. Absolument. Et cela nous laisse avec une question pour la suite. L'approche réaliste, ce premier pilier dont on a parlé, insiste sur une maxime célèbre. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Oui. Dans notre monde où l'on parle sans cesse de valeurs communes, la question se pose. Est-il possible de bâtir des alliances durables sur autre chose que ce simple et froid calcul d'intérêt ? Ou est-ce que cet espoir est une forme d'idéalisme, une sculpture de fumée de plus, vouée à se briser contre le mur bien réel des rapports de force ?